Bonjour à tous, donc je suis Hervé Renaud et voici Louis Bénèche. Nous allons dialoguer au sujet du travail de Louis, qui est une merveilleuse introduction à la question du jardin. Je signale une des bibles de la littérature actuelle sur le paysagisme, qui est le très très beau livre qui a été publié chez Lannes Gourcuff en 2012, Louis Bénèche, 12 jardins en France, où vous retrouverez une grande partie des images que nous allons projeter. Et donc, Louis, je peux peut-être te présenter rapidement. Tu as commencé par des études de droit et tu es venu au jardin par le concret, par le travail en pépinière. Oui, je suis venu au jardin d'une façon concrète, effectivement, en passant par un long moment chez Hillier en Angleterre, et puis quelques petites pépinières en France, et en me disant qu'il fallait que je m'éduque un peu et que la première chose, si on avait envie d'être jardinier, c'était de connaître ces matériaux. Et je suis venu là tout simplement par absence d'idées, parce que je rêvais enfant d'être ingénieur des eaux et forêts et que j'ai toujours beaucoup aimé les arbres. Voilà. Et donc tu es jardinier, paysagiste et aussi botaniste. Tu as une connaissance du monde végétal qui est très C'est très flatteur pour moi, mais je ne suis pas botaniste. Je suis pas botaniste, qui sont des scientifiques que je respecte et qui ont fait des études. Moi, je connais un peu plus de plantes que la moyenne des gens, mais quand on en connaît quelques-unes, on s'aperçoit qu'on connaît rien et que c'est très facile de ne rien connaître dans un monde qui est absolument considérable. Et ma science est extrêmement empirique et la façon dont je mémorisais les végétaux quand je les rencontrais était de les décrire comme ceux qui ressemblaient aux autres. Alors des botanistes parlent tout le temps d'une plante qui a des feuilles de laurier, enfin il y a toujours dans les systèmes botaniques des références à d'autres végétaux, mais la botanique c'est des classifications, enfin c'est des tas de choses qui m'échappent totalement. J'ai suffisamment d'intuition pour savoir ce que c'est qu'une composée et me dire que dans cette direction-là je trouverais peut-être le nom d'une plante quand je la connais pas. Mais je ne suis pas botaniste. Alors on va parcourir un peu une partie de ton travail à travers un choix de réalisation. On va commenter ensemble peut-être, je vais passer des images. Donc tout d'abord, tu as décidé de nous parler de jardins en fonction de leur responsabilité patrimoniale par rapport à ça. Oui, c'est des jardins, je dirais, que je qualifierais de libres, où les conditions de travail sont celles des propriétaires et du site. Et où vous allez voir, je suis plutôt sage et avec une créativité qui est toujours tempérée par les besoins, les capacités d'entretien des propriétaires. Et quand je dis propriétaire, ça peut être un propriétaire institutionnel, un propriétaire que ce soit un hôpital, une ville ou un particulier évidemment. Alors d'abord, ce jardin situé à Saint-Tropez. Oui. Dans les échanges qu'on a eus avec Hervé, on s'était dit que pour vous parler de jardin, on allait parler de choses qui étaient tout simplement d'endroits où il y a de la lumière, des endroits où il y a de l'ombre, des endroits où il y a du sec, des endroits où il y a du froid, des endroits où il y a des embruns, des endroits où il y a de la montagne, et vous les situez dans des... par rapport à des conditions, je dirais, ou géographiques ou climatologiques. Et donc là, il me semble que tu as travaillé beaucoup sur la lumière dans cette... C'est un endroit qui fait face au nord. Le pin que vous voyez sur l'image, le pin parasol, appartient à la propriété historique de Paul Signac. Et c'est un endroit où effectivement la lumière prime et la température aussi. Alors là, c'est un jardin qui est pas follement sec, puisque vous y voyez dans la partie basse de l'herbe à vache, du gazon qui est arrosé. Mais sur cette photo, avec cette grecque, qui ont l'air de buis taillés, ça n'est pas des buis, mais une plante d'Afrique du Nord qui s'appelle des myrcines africana. Et le talus, qui est peu exubérant sur la droite, n'est pas arrosé, et c'est composé de buis-plèvre, qui sont les grandes tiges que vous voyez avec des inflorescences qui commencent à verdir, qui tournent aux chartreuses comme un fenouil, parce que c'est un cousin du fenouil,
Et puis il y a des cis, des chênes kermès, enfin que des plantes qu'on n'arrose pas là. Et je dirais qu'à partir de cette limite, de cette petite allée qui était axée sur le bureau du maître de maison, les choses ne sont plus arrosées comme la partie basse qui est le plateau vers l'église de Saint-Tropez, et puis le terrain descend, et il y a spontanément aussi, là vous voyez dans les vignes on ne le perçoit pas, un puits et une source. Et ça c'est une photo très ancienne de cet endroit, où la grecque se remplit en été d'un mélange de lavande, de perovskia et de caryoptéris. Les caryoptéris là ne sont pas en fleurs, c'est la dernière des floraisons bleues. Les lavandes en milieu méditerranéen sont finies au mois de juillet. Et en ayant aussi gardé les vignes qui ont un mérite considérable en milieu méridional, c'est que là aussi sans eau, c'est une feuille qui est toujours extrêmement verte et vert tendre. Et puis ça, c'était le souvenir de ces collines au-dessus de Saint-Tropez qui, avant d'être aussi urbanisées, étaient plutôt cultivées en vigne. Et un albizia au premier plan. Oui, un albizia au premier plan qui a le mérite, qui abrite un espèce de petit patio qui est très tropicalisant et dont les branches et le port en plateau de l'albizia ne viendra jamais bloquer la vue. Ça, c'est un peu plus bas dans le jardin, où justement en récupérant l'eau de la source, ça c'est de l'eau qui fonctionne d'une façon gravitaire, c'est pas un bassin alimenté d'une façon artificielle. En été ça se tarit un peu, mais il y a, on la voit pas sur cette image, mais il y a une tuile qui redirige l'eau vers les fossés qui redescendent vers le port quand il y a et des pluies, comme il peut y en avoir des diluviennes dans le Midi. Le terrain était on a fait très attention à des canalisations, et là le principe avait été d'être peu dispendieux en matière de jardin, c'est-à-dire que je me suis servi de restants écroulés que j'ai plutôt cachés, qu'on n'a pas réparés, et je n'ai refait qu'un mur, un sale mur en béton, qui est un mur de soutènement qui est un peu au-delà de ce bassin. Donc tout un travail de gestion de l'eau qu'on va retrouver à travers d'autres réalisations. Oui. Je sais pas si j'ai des images, mais j'aime pas travailler l'eau d'une façon électrique, si je peux. Oui. Alors que, enfin, je dis, tout ça est dans l'absolu, puisque justement à Versailles, elle n'existe que grâce à la fée lumière. Il y a des pompes, il y a tout ce qu'on veut, alors que Versailles est un système gravitaire. Mais à Fond-Vert, dans le Luberon, j'ai fait un jardin qui ne fonctionne qu'avec l'eau quand il y en a, et qui est l'eau du canal du Midi quand il y en a. Voilà. Et donc ici on retrouve tout ce travail sur les lisières, là encore sur la lumière, avec la manière dont alors c'est des Graminicea carex, j'imagine, non, c'est des miscanthus. Oui. C'est des miscanthus très ordinaires. Là, il y a les deux plantes majeures de l'image sont des choses plutôt simples et faciles, qui sont des Pittosporum panaché, qui sont donc des plantes néo-zélandaises. Et au premier plan, l'espèce de saturation, c'est un truc que les Anglais utilisent beaucoup dans les potées fleuries, qui sont des Helichrysum petiolare, et dont je me suis servi à coup de bouture pour cacher des éboulis de pierre, et qui n'ont pas réussi à venir au bout des ronces qu'on a arrachées, mais qui empêchent qui a un rôle de couvre-sol, et qui domine une allée que j'avais bêtement appelée l'allée blanche, sachant que la photo est prise d'une allée qui, elle, tourne autour du jaune, et avec des matériaux, moi qui aime les plantes un peu tirées par les cheveux parfois, qui étaient extrêmement simples, parce qu'il y a des genêts à balai, des spartiums, des hypericum, idcote, c'est-à-dire que ça appartient à un registre de jardinerie, et des fusains à feuillage doré. Donc on ne peut pas faire plus prolétaire. Voilà cette allée dorée. Avec au tout début, un truc qui est assez rigolo, qui sont des tagettes. Les tagettes, c'est les roses d'Inde, mais qui sont des tagettes ligneuses. C'est une tagette mexicaine. Et la photo est prise d'un petit kiosque qui est couvert
de plantes grimpantes à floraison jaune. Là, c'est dans l'autre sens, on aperçoit la fin de floraison d'un genêt, et les hypericums dont je vous parlais, et les tables et les cubes il faut que je mette mes lunettes, je vois plus rien. Si là, au premier plan, il y a un cassia, et puis après ça, il y a un laurier rose, jaune pâle, et dans le fond, une plante qui est très courante dans des milieux désertiques africains, qui est très épineuse, mais que j'adore, et qui tient très bien à des petits froids méridionaux, qui s'appelle un Parkinsonia, comme la méchante maladie. Aculeata. Et ça, c'est la dernière terrasse que j'ai appelée le jardin frais, et où il y a un mélange de choses plus tropicales, à la fois très ordinaires, donc des graminées. Ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est quelques plantes intéressantes. Dans des araliacées un peu compliquées. Là, ce qui capte la lumière, c'est un Calliandra, qui est une plante qui peut utiliser, qui n'est pas très jolie, qui est une espèce d'albizia, mais à floraison rouge. Et là aussi, ça a été pour cacher un mur d'éboulis de terrasse. Là, c'est une photo où j'avais rajouté, là très récemment, quelques amandiers dans les vignes. Et le principe de cette restanque éboulée, ça a été uniquement de remettre des végétaux méridionaux et de créer des espèces de contreforts de cyprès taillés décapités. Et les oliviers qui ont été plantés aussi n'étaient pas là. Alors un autre jardin, une maison de vacances en Bretagne, donc, qui domine la mer, avec des végétaux exotiques là aussi. Oui, mais pas si exotique que ça. Là, c'est un petit jardin que tout le monde peut s'approprier, je dirais, et dont le principe a été évidemment de ne pas occuper ce qui était visible et sympathique. On est à Dinard, on fait face à Saint-Servant, dans le fond de décor, il y a la tour Solidor. À part un jardin qui est à la fois celui d'accueil et où j'ai rejoué sur des niveaux qui étaient existants mais que j'ai confortés par des murs. En bas, il y a un pieux mélange qui se veut vivre d'une façon sympathique toute l'année, mais là aussi avec des choses un peu tirées par les cheveux, mais des plantes très simples comme des goas. Et puis des tas d'hydrangeas comme toute la Bretagne en recèle. Des astélias qui sont ces feuilles très argentées qu'on trouve maintenant en jardinerie, qui sont des plantes des îles Chatham ou de Nouvelle-Zélande, et de refaire un autre plateau au-dessus qui singe un jardin à la fois de fruitiers qui aurait pu être potager, et dans lequel je me suis attaché, puisque c'est une maison d'été, à ne mettre que des floraisons estivales. Et les deux grands genres, c'est hortensia, enfin l'hydrangea, et hébé, c'est-à-dire les véroniques, persistantes, mais avec des floraisons d'été. Alors voilà, on va vous montrer quelques photos. Des acanthes. Oui, l'acanthe est arrivée grâce au bon Dieu. Et j'ai pas planté de vivaces là. Aux angles, j'avais mis des Pittosporum nains. Et sont arrivés, il y avait dans l'ancien jardin quelques iris. L'acanthe n'a pas été plantée volontairement. Il y a un verbascum qui est arrivé, qu'évidemment on laisse quand il arrive. Enfin, des choses qui sont arrivées grâce au bon Dieu. Et puis il y avait des crocosmias qui, du fait qu'on ait remué toute cette terre, se sont largement répandus. Vous voyez de jeunes arbres fruitiers. C'est une terrasse sur laquelle il y a une très jolie vue. Mais enfin, là aussi, c'est donc plein, agréable été et ne demandant pas trop de boulot. Donc, passons à une autre réalisation, cette fois en dehors de la France, cette palmeraie, donc où tu as travaillé sur 2 hectares. Oui, c'est un endroit qui était là aussi plutôt sec, ou irrigué d'une façon avec des séguias, c'est-à-dire avec des petites canalisations. C'était un terrain qui était travaillé d'une façon agricole, sur lequel il y avait ce boxard qui a été refait, puisque ce sont des ouvrages en terre et qui... c'est dans la zone Atlas, anti-Atlas,
C'est dans cette plaine c'est au nord de Ouarzazate. Des hivers assez froids, enfin si froids que les bougainvillés de la première image, on les rentre, et ils ne sont qu'en pot, ils ne sont pas en pleine terre. Et erreur du béotien que j'étais, c'est que d'abord le propriétaire m'a demandé d'avoir des orangers. Ils ont mal aimé l'endroit, à part les oranges amères, mais enfin je veux dire les citrus résistent bien, et les dattiers et les oliviers. Et les oliviers, on n'a pas acheté un olivier, mais j'ai fait je les ai un peu mis sur roulette, et on les a bougés sur le terrain pour se retrouver des axes. Et alors ça, c'est une séguia donc telle qu'elle était, et dont je suis fier comme un bar tabac, parce que je me suis beaucoup mis à genoux, et que je l'ai faite en partie avec les gentils Marocains qui nous aidaient, parce qu'on a réinventé un système, alors là, je dirais de parisien, qui est de faire un forage et de faire circuler de l'eau en permanence dans ces séguias qui ne fonctionnaient qu'en fait à la fonte des neiges. Et ces séguias étaient juste de la terre damée avec un trait de pioche pratiquement. Et que le fait de les utiliser en permanence et d'avoir une pompe qui réinjecte l'eau au travers de la propriété dans ces circuits d'eau et des filtres faisait que j'avais tout intérêt à avoir une eau moins chargée en terre. Et donc cette séguia est cimentée et repavée de galets qui se voit assez peu. Et justement tout le travail de la liaison entre le galet et la terre, qui est de la terre dans laquelle il n'y a pas de chaux ni quoi que ce soit, qui est la terre du terrain, tout ça a été fait à la main, gentiment. Voilà un détail où on sent les pierres incrustées, elles qui tiennent dans du ciment, et la terre qui arrive. Et en dernier plan, il y a une bande de la seule graminée que j'avais trouvée à l'époque sur le marché marocain, qui m'énerve un peu dans des sites pareils, qui a été surutilisée dans les jardins depuis autour de Marrakech, qui sont des Pénicétum, qui sont des graminées japonaises et qui n'ont pas grand-chose à faire là. Mais j'avais voulu faire des écrans de graminées pour garder des zones qu'on cultive en blé derrière, mais comme cet endroit est un hôtel en fait, là aussi le maître de maison trouvait que avoir de la terre nue et labourer la moitié du temps, c'était pas très rigolo. Et donc j'ai fait des premiers plans pour qu'on ne voit jamais les sols desquels émergent les blés. Et la climatologie marocaine nous permet d'avoir ce qui épuise un peu les sols, mais au travers d'une irrigation qui est entièrement gravitaire, où les séguias servent à cette irrigation par inondation, mais on arrive à avoir, pour que la terre ne soit pas trop nue tout le temps, 2 récoltes par an, une très précoce de blé ou de seigle, enfin de céréales courtes, et je refais un second semis dès que le blé est récolté. Il est récolté avant Pâques de maïs. Ça, c'est une des allées du jardin dans lequel on avait acheté des végétaux à base bleue, et dans lequel il y a des plombago, une plante méridionale qui existe spontanément au Maroc, qui sont des Vitex anus castus, et puis des lataniers, enfin des palmiers bleus et des méchants yucca, digloca, mais que j'aime beaucoup, qui est un yucca, donc lui mexicain, mais qui tient très bien ici. Et tu travailles souvent, il me semble, par ambiance monochrome. On va retrouver des allées dorées un peu. Non, t'as raison. T'as vraiment raison, je peux pas m'en empêcher. On est sûr de ne pas faire d'erreur. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de photo d'Éric de ce jardin, parce qu'il y a un jardin de fleurs à couper, et donc de roses, et où, très à la marocaine, les roses sont très mélangées comme couleurs. Et là, à part ça, où il y a un thème, il y a 2 jardins où il y a des thèmes de couleurs, il y a celui-là, il y a un vrai petit potager à légumes à gauche de l'Ibinge, et puis il y a la fin de ce qui est devant la maison,
où là on a fait quelques terrassements, mais j'ai pas touché les oliviers qui étaient en place, qu'on a posé sur de l'herbe, ce qui est pas vraiment ma tasse de thé dans ce genre de situation, parce que ça veut dire de l'arrosage automatique en tout cas. Le fond du jardin est à base de couleur feu, derrière les oliviers. Voilà, toujours la même allée. On voit le jeu là aussi. On va passer. Texture. Oui, ça c'est le potager. Et ça c'est les effets de Pénicetum. Ça c'est pris depuis la maison. Et le deuxième plan, c'est sous les oliviers que se passent les cultures de céréales. Et puis j'ai des parcelles qui sont simplement en luzerne et dans lesquelles j'ai planté des bulbes et qui sont fauchées régulièrement comme plantes fourragères et qui sont très vertes sans apport d'eau. Alors, des jardins grecs dans lesquels tu as travaillé là aussi sur la question de l'eau, mais en essayant de ne pas avoir recours à l'arrosage, si j'ai bien compris. Ce qui là aussi a beaucoup désespéré les propriétaires, mais là aussi de la vigne. C'était un terrain qui était plein de vignes. Et la maîtresse de maison trouvait que la vigne, ça voulait dire des guêpes, donc plus de vignes. Mais j'en ai quand même gardé un peu. J'en ai replanté un peu parce que la route n'existait pas. Et que la route, en fait, permet d'accéder à cette jetée auquel se accostent les bateaux. Donc des goras. Oui, et alors ça a évolué, mais le principe a été de refaire un grand pré devant la maison à base d'Oryzopsis, qui est une graminée méditerranéenne qu'on trouvait en Afrique du Nord et surtout le pourtour méditerranéen, qui n'a absolument pas besoin d'eau. Et là, en fait, ce qui émerge, ce sont des photos qui sont sûrement assez tôt dans l'été. C'est les restes de folavoine. Et là, dans l'axe de la maison, où ces oliviers n'ont pas été touchés, mais où ça se termine par un espèce de pseudo-champ de lavande, ce qui est avant dans le champ de graminées, local est une graminée mexicaine qui est surutilisée aussi aujourd'hui, qui sont ces Stipa tenuifolia, qui sont courtes pour qu'on puisse voir les lavandes. Et ça, c'est à droite pour aller à la piscine où il y a un chemin qui descend de la maison, mais qui est organisé avec un jeu de haies et des plantations plutôt bleutées aussi, où j'ai beaucoup de plombago. Ça, c'est une photo qui n'a pas beaucoup d'intérêt, à part que tout pique pour que les enfants ne se cassent pas la gueule. S'auto-éloignent des endroits dangereux, avec des opuntia et des agaves. Et par contre, il y a un jardin arrosé, enfin, il y a quelques jardins autour de la maison qui sont arrosés. Il y a ça que j'appelle le jardin frais. L'ombre des premiers arbres est un arbre qui est courant en milieu méditerranéen, qui sont des mélias à des aracs, qu'on appelle l'Iliache de Perse, je crois. Et puis plus loin, j'ai quelque chose de plus exotique, dans le fond de l'image qu'on ne voit pas, qui sont des jacarandas plantés très serrés, et qui créent de l'ombre et dans lequel il y a justement des végétaux qui ont besoin d'une forme de fraîcheur. Des citronnelles, des édiciums, des ingibéracées. Alors retour en France avec un jardin en Normandie où tu as créé des folies Cheyenne, folies des miroirs. Tu as imaginé comme ça des... Oui, c'est un jardin qui n'est pas un jardin, dans le sens où c'est un parcours de jardin. Le seul truc qui ressemble à un jardin, c'est ça, qui a changé 10 fois de mouture, mais qui était à la base un jardin d'herbe à un pas de la cuisine. Et les clos, les maisons en Normandie, jusqu'à plutôt, j'imagine dans des époques récentes, utilisées en ferme, on faisait un jardin de curé clos pour que les vaches ne viennent pas tout brouter. Mais sans ça, les vaches étaient au-delà de cette clôture. Et les jardins étaient plutôt de petite taille. D'une culture française, mais proche du cottage garden anglais. Et voilà. Alors ça, c'était un jardin d'herbe, et le principe, ça a été de garder des pommiers et des prés, et de n'organiser dans le jardin qu'une promenade qui est le long du cours d'eau, d'un micro-cours d'eau. Avec un travail sur l'ombre. Oui, il y a beaucoup d'endroits à l'ombre, et qui le sont encore plus aujourd'hui que par rapport aux photos que vous allez voir qui datent, parce que les arbres ont poussé. J'avais des terrains très humides. Enfin,
Là c'est les fondations d'un ancien bâtiment agricole qui explique cette forme longue, un peu surélevée, qui s'est spontanément peuplée d'érables champêtres. Sur les bords, il y avait des noisetiers et que j'ai gardés. Et je me suis dit que j'allais supprimer quelques érables et puis exploiter cet endroit pour être un des éléments qu'on découvre et qui participe au parcours. Et en fait, dans le dos du photographe, il y a un belvédère qui domine la rivière, et puis on voit l'escalier qui monte à ce que j'appelle la folie des miroirs. Ça, c'est le départ, dans le sens inverse. Vous voyez la butte, probablement dans le fond, il faudrait... Mais oui, ce serait beaucoup plus commode que je regarde des images au mur. Découverte. Bon, c'est 2 buis, sauf là où c'est de l'IF, qui est dans l'espèce de table d'entrée. Et après ça, les photos ont été faites au moment de la croissance des buis. Il y a peu de nuances entre les deux, mais c'est des buis ordinaires. Et c'est probablement un des derniers jardins où j'ai planté des buis, puisque j'en plante plus beaucoup, et des buis panachés qui s'appellent Elegantissima, qui sont dits plus gris. Alors voilà le passage et l'escalier qu'on domine de la partie gauche de l'image et qui monte à ce que j'ai appelé la folie des miroirs. Ça, c'est une ancienne peupleraie dont il reste quelques éléments, mais que j'ai abattu pour y creuser des bassins qui ont été confortés et où là aussi l'eau est entièrement... Il y a une source qui est exploitée par la Sore juste derrière, à vocation de l'alimentation en eau des gens du pays. Mais c'est plein de sources. Hein. Ça monte le long de la folie du miroir vers un espèce de belvédère qui le domine. Ça, c'est des vieilles photos. Juste après la plantation. Ça, c'est le fond d'un miroir qui est anamorphique et qu'on lit pratiquement... Enfin, j'espère que j'ai des photos là. Oui, alors voilà, on le lit dans ce sens-là, il est allongé dans ce sens-là. Là, on déboule des escaliers qui montent. Ça, c'est des photos plus récentes. Et j'ai remplacé les peupliers par des cyprès chauves. Donc, ils sont plantés comme des alignements d'une peupleraie, d'une façon très régulière, et dans lequel il y a ce creux, qui est un creux long, comme vous pouvez le voir, mais qui est un trapèze, qui se rétrécit vers le fond. Et voilà la photo du haut de la butte. C'est-à-dire que là, on a presque un sentiment enfin une forme qui n'est pas longue, mais qui est courte. Et tout ça s'est fait d'une façon très empirique et pas par calcul. Et dans le fond, des peupliers qui redescendent, au milieu duquel il y a l'escalier qui monte et qui faisait partie de l'ancienne peupleraie. Et voilà comment c'est aujourd'hui aussi, d'en haut. Ça a beaucoup poussé. Donc, ça commence à pousser. J'ai planté tout petit, hein, et c'est un jardin qui a maintenant une 20aine d'années. Ça, c'était une étape intermédiaire. Là, le propriétaire m'a demandé un jardin japonais, ce que je me sens peu capable de faire. Donc, c'est des formes qui sont des cultivars de cryptoméria qui restent en bouboule et en doudoune. Sans taille. Il s'est offert ce que je vomis. Un genévrier taillé en nuage. Et derrière la photo, j'ai fait juste une haie de camélia du Japon qui est derrière cette haie des érables et de nouveau des cryptoméria, mais à grand développement. Ça, c'est la folie dite pourpre. On va passer des images. Ah ouais, très bien. Parfait. Donc, on change de continent. On change de continent, voilà. Avec des vergers de magnolia, oui, il y avait un verger de pommiers. Là, je suis en train de refaire un verger de cerisier, mais de cerisier du Japon. Et ça, cette photo aérienne a été prise à un moment où il y avait déjà le verger de magnolia. Et là aussi, c'est pour quelqu'un qui n'est pas très jardinier. Donc, j'ai replanté surtout des arbres. Ça, c'était le verger ancien, dans lequel on a replanté Là, il y a et alternance des vieux pommiers et des ajoutés. Et puis ça, c'est des photos du verger de magnolia. Là aussi, ce sont des exemples de choses très simples. Je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de
de lumière, mais il y a donc des moments très forts de floraison fruitière dans cet endroit. Est-ce que tu as retravaillé le modelé, le relief? Très peu. Non, très peu. Très peu, j'essaye de ne pas le faire, en règle générale. Et j'essaye d'être gentil. Mais là aussi, ce sont des vœux pieux. Je ne sais plus ce que je racontais comme vœux pieux tout à l'heure. Oui, sur l'eau et le pas électrique. C'est que ça m'arrive aussi de terrasser, quand même. Ben, en tout cas, c'est pas le cas à Cloudwalk. Et là, le principe, c'était de faire un micro-jardin que je peux protéger en hiver des serres, dans lequel il y a les roses et les pivoines, et puis le reste sont des arbres. Et ça, c'est la petite allée. C'est une épine dorsale dans le jardin, mais qui sépare la maison des amis, la maison des enfants, la maison de la patronne. Des photos sans intérêt, on passe. Voilà la maison des amis, et qui donc séparait. On est à peu près dans la maison de la maîtresse de maison, et qui est isolée. Il y avait ce très beau vieux dogwood, cornouiller, et les viburnums, c'est ce que j'ai ajouté. Alors, retour en Europe avec un chalet en situation donc beaucoup plus montagnarde, Oui. Des floraisons assez champêtres. Oui, le principe, ça a été de refaire un pré là aussi devant la maison. Les photos sont pas probantes, mais l'endroit est probant maintenant parce que ça a pris la bouteille du temps, dans lequel les ajouts à part des semis de ce que les bonnes maisons suisses prodiguent en matière de fleurs de chez eux marchent bien, mais dans lequel j'ai rajouté des bulbes et de narcisses et de camassia. Ça, c'est un jardin qui est en contrebas, qui est le jardin d'une piscine qui est couverte et qui est semi-enterrée. Et là, les miscanthus, c'est pas pour faire miscanthus, mais c'est parce que le miscanthus garde spontanément cette hauteur-là, et que de ce plateau, il est juste de la hauteur qui me cache les toits des voisins qui sont en contrebas. Il y a un travail sur le sol qui me semble très intéressant. Oui, je me suis amusé. Circulation. Je me suis amusé à me servir de calade à la Suisse, mais je dirais des calades sont très internationales, elles sont aussi bien méridionales que on en retrouve partout, en tout cas en Europe. Et ça se voit pas sur cette photo, mais sur un autre endroit, j'ai fait des endroits pour des transats posés sur ciment et d'autres qui sont posés sur sable, dans lequel il y a toutes les cochonneries de la mousse au thym ajouté qui poussent. Je ne sais pas si on a des photos. Donc une allée dorée, voilà. Oui. Monochrome. Oui. Ça, ça a été parce que le terrain a été très travaillé, pas de mon fait, mais des décisions là aussi des propriétaires, et que j'ai sur le talus qui est à la gauche de l'image, il y a une structure que les Suisses appellent des terres à murs, qui sont des espèces de gabions mais en terre, et confortés par malheureusement des toiles tissées hybrides et plastiques, mais dans lequel il est difficile de planter des végétaux avec des mottes. Mais j'ai travaillé en faisant des tas de boutures, donc en piquant des morceaux de bois, comme ces saules dorés qui sont là, qui sont des saules. Je sais pas si... Oui, merci. Et puis, ce qu'on voit pas sur l'image, des cornus alba à bois doré, qui là aussi se bouture très très bien. Et voilà. Brunera. Non, c'est pas des Brunera, oui. Pardon, je deviens sourd en plus. J'ai entendu Brunera. Non, Brunera. Misotis du Caucase. Oui. Des Brunera à feuilles très argentées, et puis des Simicifuga à feuilles pourpres, parce qu'il y a un érable pourpre aussi derrière. Donc des rappels de... Ça, c'est un talus qui descend en contrebas. La maison a été reconstruite. C'est un chalet neuf. La seule maison de la parcelle qui n'a pas été touchée, c'est ça, qui est un chalet récent, qui est un endroit plus... Enfin, c'est le chalet qui n'a pas été touché, qui est à l'entrée de la maison. Et la maison a été plantée sur des couches de sous-sol, et qui fait que j'ai des dénivelés, en fait, dans lequel, justement, ces mélanges avalent
les artefacts d'une situation décidée par les architectes et les propriétaires. Et ça, c'est le jardin qui est au-dessus de la piscine, qui est un faux potager suisse, ou à peu près, qui est devant un très joli chalet, qui est un chalet ancien, qui est la maison des amis, mais c'est un jardin sur dalle, dans lequel il y a un mélange de choses potagères, de fleurs à couper. Là, les phlox, j'avais pas choisi cela, mais c'est pas grave, c'est les surprises des floraisons. Après qu'on vous ait livré des choses, et puis il y a des arbres fruitiers, il y a des vrais légumes. Là, c'est du simple, c'est de la nette, je pense. Il y a des lignes de légumes, et puis des plantes de montagne, des framboisiers, des lauriers de Saint-Antoine, c'est-à-dire des épilobes. Cosmos, il me semble. Oui, absolument. Enfin oui, il y a quelques annuels. Ça, c'est le jardin qu'on trouve près de la maison. En dernier plan, ce qu'on voit pas, c'est si on aperçoit les calades vertes et grises, les patchs différents. Et puis là, j'ai un jardin formel de buis avec des rosiers. Ça, c'est dans ce jardin-là. Alors, deuxième catégorie dont tu as décidé de parler, ce sont les jardins dans lesquels il y a une contrainte patrimoniale qui s'exerce, avec d'abord, cas que tout le monde connaît ici, Villandry. Oui, qui n'en était pas une. Là, les contraintes étaient celles du propriétaire. Oui. Et quand je dis que c'était pas une contrainte, c'est que c'est ce qui est à droite de l'image, en bas à droite de l'image dans lequel il y a cette grosse étoile, où le grand-père d'Henri Carvalho avait dessiné 3 étoiles. C'est une forme en trapèze qui a été très longtemps le jardin de l'âne, parce qu'un âne entretenait, qui a des alignements, elle est bordée d'alignements anciens de tilleuls taillés. Et la partie sud, c'est-à-dire la partie la plus basse à droite de l'image, où il donne sur le village. Et c'est le point le plus haut de Villandry, c'est-à-dire qu'on le voit de nulle part quand on visite le jardin à la androuille du cerceau, et puis les terrasses où vous voyez ce qui sont maintenant des perovskias et non plus des lavandes, et puis les jardins de l'amour, et puis la partie plus 18e, voilà. Et donc on le voit de nulle part. Et quand Henri m'a demandé si je pouvais remplir des cases de choses qui existaient, son principe avait donc été de demander à Alix de Saint-Venant de reprendre les plans de son grand-père, mais de les minimiser, et de faire un jardin d'enfants. Et restait donc une étoile sur laquelle il y avait une fontaine de fête, et une fois de plus, pas par moi. Et je regrettais beaucoup que la situation, qu'on ait mal copié les plans du grand-père qui était intelligent, qui lui avait fait un moyen terme dans le trapèze, tandis qu'Alix a fait une parallèle à un des aliments de peuplier, de tilleul, et que du coup, quand on rentre dans le jardin, près de quand on vient de la pièce d'eau, on se cognait dans ces maisons, dans ce village où il n'y a que des jolies maisons, la maison qui s'était refaite avec l'aide de la paire, des volets automatiques, enfin tout ce qu'on déteste là aussi, et on voyait au fond de jardin, dans une volumétrie ancienne, tous les éléments du pavillon. Le balcon moche, enfin tout. Plus, et que si Alix avait fait son allée d'une façon médiane, l'axe aurait fait qu'on tombait dans un gros sapin un peu plus à l'ouest de la maison en question. Et donc, comme Henri avait décidé de refaire un jardin d'enfants, pour les enfants, avec des jeux d'enfants, j'ai replanté des tas de chênes verts, ce qui raccourcit la perspective, mais j'avais pas envie de voir ce truc en fond de décor. Et ce que je fais jamais, ou je fais rarement aujourd'hui, c'est de me servir de vivaces à haute dose, parce que c'est quand même du boulot. C'est moins de boulot que les annuels, mais la culture française où on aime la tomate et le poireau fait qu'on se débrouille assez bien avec les annuels, et on se débrouille très très mal avec les vivaces. Il y a 4 vivaces qui traînent aux Tuileries, et il faut voir le résultat devant le jeu de paume. C'est bain d'ortie et de chardon.
parce qu'effectivement, il faut un peu plus désherber, il faut tailler, enfin bref. Mais par contre, les jardiniers de Villandry, qui sont nombreux, eux ne font que des annuels et des tailles d'arbres fruitiers, des rideaux et des buis, évidemment. Et ils avaient le temps où on a s'occupé des vivaces, ce sont des moments où on n'a pratiquement rien à faire en replantation et en déplantation d'annuels et par rapport à des tailles. Et les seules tailles qu'on fait en plein hiver, finalement, ce sont les tilleuls, mais pas les buis, et si on le fait convenablement, pas les arbres fruitiers. Donc je vais proposer à Henri de mettre des végétaux, un mélange de ligneux et de vivaces. Et comme c'était le point le plus haut et que la forme de grand-papa c'était des étoiles, il y a eu le jardin du soleil et puis un jardin des nuages dont il y a des photos de fleurs. Là. Les échinops. Échinops. Là aussi, ce sont des plantes qui sont très utilisées. La première photo, il y a des feintes d'Osta et des feintes Centranthus rubers. J'ai utilisé toute la panoplie blanche, bleue, grise et mauvasse pour les nuages. Et puis c'est la seule photo que tu as gardée dans la partie chaude, c'est une photo de petit printemps. Mais il y a des floraisons qui s'étalent absolument du moment d'ouverture au moment de fermeture du jardin à Villandry. Alors, un autre jardin dans lequel il y avait une préexistence, donc ce jardin... oui, c'est des jardins où il y a de l'histoire, mais que je respecte pas forcément, la preuve. Ou en tout cas, le propos n'est pas historiciste. Et ça, c'est en forêt de Rambouillet. Et dans un jardin où j'ai refait des tas de choses, mais qui étaient de l'habillage de choses existantes. Ce que vous voyez comme jolie topière et par exemple le cèdre avait été planté par les précédents propriétaires, qui étaient Gordon Turner et Charles Niepce, et où par exemple à la place de ces bordures il y a eu des vivaces, et là j'ai remis des arbustes plutôt. Et le point de départ des mélanges, ça a été le fait d'avoir le cèdre, et donc ça se voit peu sur les photos, mais il y a beaucoup de végétaux à feuilles grises avant ce cèdre. Ça aussi, bon, ça c'est par contre une invention pure et simple qui n'était pas de Charles Niepce, c'était la cour de ferme qui est devenue un peu trop habillée et un peu un château, mais où ce que j'ai fait c'est de garder un vide central comme une cour, et où il y a uniquement près de deux zones de commun des bordures, une qui est donc très dorée pour le côté sud, et puis une allée que j'appelle, dont je ne crois pas avoir de photo, qui est l'allée d'hiver, dans laquelle il n'y a que des végétaux pour l'hiver. Et ça, c'est très fleuri aussi, mais avec beaucoup d'arbustes et très peu de vivaces. Ça, c'est d'autres espaces du jardin. Drangéa, donc. Oui. Et alors, dans cette partie-là, ma seule contrainte avait été, j'ai défait quelque chose qui avait été fait par Anita Perrer, mais dans lequel elle avait planté beaucoup de très beaux rhododendrons, qui étaient des rhododendrons Cunningham's White, et je m'en suis servi dans une autre position, et j'ai refait un jardin dit blanc, pas parce que blanc, mais parce que c'est un jardin qui est au sud, qui regarde vers le sud. C'est des jardins qui sont, quand on regarde vers le sud, on a plein de lumière dans les yeux. Et quand on a plein de lumière dans les yeux, tout paraît noir. Et je me sers souvent de couleur blanche ou même jaune parfois, dans des situations où on regarde, parce que on n'a pas montré d'exemple de choses, on va pas en montrer, mais tu parlais de lumière au début, et dans les espèces d'analyse d'endroits, c'est intéressant de savoir si comment le soleil balaye l'endroit, pour savoir si on va jouer sur des transparences, sur des ombres portées, ou sur des choses frontales. Ça, c'est une... Ça, c'est la partie où il y a les sculptures que je montre pas, mais où il y a simplement des allées. Et là, le travail que j'ai fait, c'est tout simplement de rééditer ce que Charles Niepce... Ce beau détail de la bordure qui va se perdre dans Exactement. la forêt. Oui. C'est-à-dire que le détail qui était devant la maison, je l'ai réédité pour aller se perdre dans la partie boisée.
et ce qui m'a permis de recaler au sud de cette maison 2 éléments plutôt formels, vers un endroit où les fonds n'étaient pas très jolis et étaient tellement laids que justement il y eut un moment des cupressos cypres-leylandi, mais qu'on a enlevé. Alors, un autre, on va pas avoir le temps peut-être de tout revoir, mais donc ce domaine de la Balive, avec là un travail sur l'eau, sur la reprise des bassins, et notamment la création d'un bassin qui est devenu un peu une icône du paysagisme, qui est cette grecque. Oui. Que tu peux peut-être évoquer. Non, alors là, si je montrais des images intelligentes, je devrais montrer des plans tout début 19e de ce jardin, où la série de cascades de bassins qu'il y a devant la maison, à l'opposé de cette image, on est sur un plateau, le plateau Sologno, et on arrive à une cassure de terrain et on domine globalement la vallée de la Loire. Et ce terrain était plein de soursins, et il y a donc une cascade de bassins, littéralement. Il y a un premier bassin ovale qui est sous la maison, qui est celui que vous voyez là. Un deuxième bassin qui est rond, et puis un troisième grand bassin, tout ça dans l'axe de la maison. Il y avait des liaisons d'eau qui étaient en partie détruites quand les propriétaires qui m'ont fait travailler ont acheté. On a essayé de restaurer avec le deuxième bassin, donc on ne le voit pas de la maison, on ne voit que le premier ovale, et un bassin perdu. Et puis sur les plans, il y avait le trait qui est à gauche de l'image précédente, part vers un rondeau qui lui est un ouvrage qui date du Moyen-Âge et qui était, il y a 2 rondeaux dans ce contrebas qui servaient à protéger les animaux le soir. On les rentrait, on enlevait le pont-levis, où on enlevait les 3 planches dans lesquelles on avait parqué les vaches. Et ça restait. Et puis, donc, dans les plans où ces 3 perspectives ont été créées, et où ces bassins-là ont été créés, où probablement, je me suis aperçu que le bras qui est à gauche existait encore quand je suis arrivé, mais qu'il n'y avait pas de bras à droite. Et c'était pas un besoin de symétrie, mais on avait des problèmes conséquents d'intronisation de l'eau et donc de plein d'algues dans tous les bassins bas. En haut, il y avait encore suffisamment de jeux parce que c'était alimenté. Et en cours, c'est un travail qui a dû commencer il y a presque une vingtaine d'années aujourd'hui. Depuis, il n'y a plus d'eau du tout, parce qu'on a fait tellement de forages dans la plaine avant qu'il n'y a plus d'eau spontanée qui a toujours été là. Et donc, nous-mêmes, à notre grande âme, on a refait faire des forages pour pouvoir réalimenter ces bassins. Mais en tout cas, l'eau ne circulait pas, alors que le principe de l'endroit était que l'eau circulait. Et j'avais vu qu'il se passait quelque chose, un dessin, dans cette liaison qui va du grand bassin rond à ce rondeau qu'on aperçoit sur la droite. Et là, le principe a été de replacer un élément un peu graphique dans l'axe d'une de ces perspectives, qui était une perspective vierge. Alors les photos d'avant sont rigolotes parce que j'avais demandé à Eric d'aller faire un saut dans l'endroit parce qu'il y a de très très jolis tapis de cyclamen. Et puis donc il y a été en plein hiver et le plein hiver il a trouvé du givre, ce qui explique ce côté métallique. Et voilà. Et là aussi, ce qui m'importait, c'était qu'il n'y ait pas trop d'entretien. J'ai enlevé les rhododendrons qui étaient à droite et à gauche de l'axe, du peu d'axe qu'il y avait devant la maison au nord, et fait quelque chose qui est graphique, mais qui ne demande pas trop de boulot, parce que c'est des ifs d'Irlande et qui vont vieillir, mais sans qu'on ait besoin de les tailler, sauf donner un coup sur la tête. Il n'y aura pas de forme définie. Et ça rend transparent les sous-bois qui sont en hiver comme ça et en été, comme la photo suivante, j'imagine. Voilà. Le tapis de cyclamen. Voilà. Et tout ça, c'était bouché. Donc j'ai soustrait et j'ai remis juste un marquage et le tapis vert que vous avez. Là, on devine peut-être la maison sur la gauche. Non, on l'a dit même pas. Enfin, la maison est sur la gauche. Et puis j'ai fait un potager dans un endroit qui était devenu une pépinière de sapins de Noël. Voilà.
Alors, très rapidement, pour conclure, dans un espace public, parce qu'il est midi déjà, Oui. ce square Nicolas Forestier, donc, que tu as aménagé là, sans préexistence, sur un vide, en fait, qui avait été libéré. Non, oui, ce que je dis, c'est que je parle du vide, parce qu'au moment où j'ai eu à penser au jardin, je pouvais pas y aller, parce que tout avait été excavé, parce que c'est un jardin sur dalle, et qui a 3 étages ou 5 étages de parking dessous. Et le moment où on m'a demandé de travailler sur cet endroit, j'aime bien aller me promener quand même et renifler, me dire si je suis au milieu d'un jardin, qu'est-ce que je vois de là? Et là, je pouvais pas vraiment. C'était au moment où le stade se construisait, mais j'avais suffisamment d'éléments géographiques forts pour savoir ce qui existait. J'oublie le nom du maréchal dont le boulevard longe le... Enfin, peu importe. C'est sur... ça s'appelle le square Nicolas Forestier, et c'est au flanc du stade Charletti. Et ce que je me suis dit, c'est que je voulais garder un vide sur le ciel qui se développait, ce qui est incroyable à Paris, au-dessus du cimetière de Gentilly. Et donc j'ai fait un fer à cheval qui est très très dense sur le boulevard pour ne plus voir les immeubles et qui est persistant. Et ça marche aujourd'hui. Me séparer de l'urbanisme parisien qui n'est pas d'une qualité hilarante, et puis faire un endroit où les gens oublient le quotidien, les voitures, un peu le bruit si on peut. Les vents dominants sont dans son dos, donc on entend peu le périphérique. Et on a cette chance inouïe de dominer un cimetière dans lequel il n'y a pas d'arbres, ou très peu, le cimetière de Gentilly. Et donc ça veut dire du ciel au-dessus de la tête, et le ciel c'est quand même pas mal. Et donc indépendamment de la persistance, Henri Gaudin, qui était l'architecte du stade, m'avait dit j'aimerais bien que mon stade soit un peu appuyé et un peu épaulé de ce côté-là. Donc j'ai planté très près, en me bagarrant beaucoup avec les messieurs pompiers pour pouvoir planter dans les voies pompiers, mais ce qu'on a réussi à faire, avec des rayons de braquage qui permettent aux camions de passer. Et comme Gaudin avait fait les bâtiments administratifs du stade d'une façon très maritime, avec tout le sel qui lui coulait dans le sang, j'ai décidé d'utiliser une végétation méridionale ou maritime, donc à base de chêne vert. Et puis ça a donné ces résultats-là. Et les gens peuvent un peu s'y cacher sans que ça crée de danger. Enfin, je veux dire, les gens qui ont envie d'être isolés peuvent être isolés. Dans la commande de la ville de Paris, il y avait de faire des pelouses ondulées, ce qui m'allait très bien, mais pour que les enfants ne jouent pas au football. Parce que la surface est tout simplement pas grande du jardin, et qu'ils avaient peur que l'herbe soit détruite. Et voilà. Et aussi une conception en fonction de l'entretien, pour que je crois qu'il n'y a qu'un jardinier, c'est ça qui... Oui, mais ça va. Enfin, je veux dire, je serais jardinier là, j'aurais le temps de faire du tricot aussi, à mon sens. C'est pas énorme, il y a pas, c'est pas du tout insurmontable. Ce qui est très sympathique, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs jardiniers depuis que le jardin est fait, et qui sont ils adorent tous ce jardin. Donc ils se donnent vraiment du mal, et je mets pas mon grain de sel dans quoi que ce soit dans leur floraison, mais c'est toujours charmant, parce qu'ils font des annuels et ils sont très heureux d'être là. Voilà, et c'est un jardin, je vais ajouter une petite anecdote prétentieuse, que la ville de Paris a très souvent emmené voir, parce que j'avais à la fois beaucoup trop d'argent, donc j'ai surplanté, ce qu'on fait toujours dans certains cas, parce qu'on veut des résultats, mais j'ai fait tout est basé, le dessin est basé d'une façon conceptuelle à partir des membrures du stade. Et il y a une alternance donc de choses sombres et de choses écumeuses. Et indépendamment de cet aspect esthétique, c'est que j'ai mélangé des arbustes à vie longue et des arbustes à vie courte, qui ne sont plus là, dans le jardin, mais qui ont permis aux arbustes lents et à vie courte de se développer. Et il y a une strate végétale qui est morte, et qu'on n'a pas remplacée. Et que le souci dans les espaces publics, c'est de remplacer les choses qui meurent. Et là, les choses qui sont mortes étaient faites pour mourir. Ils n'ont pas compris que les saules que j'avais plantés, j'adorerais qu'on les fasse monter au ciel. Mais ça, c'était parce qu'on avait des obligations administratives de replanter 173 arbres dans un confetti. De ceux qui avaient été déplantés. Oui. Comment ? Le même nombre que ceux qui avaient été déplantés. Oui, de ceux qui avaient été coupés.
mais ce qui était de l'acrobatie, puisque les surfaces étaient beaucoup réduites, et de l'acrobatie, parce que je voulais garder des vides, et des endroits où on respire. J'avais pas faire juste une forêt. Et j'aurais pu faire qu'une forêt. Il y a des endroits où je ferais que des forêts si je pouvais. Au parc Citroën-Cévennes, je serais très content que ce soit plus planté, puisque je trouve pas que la ville qui soit autour soit tant Paris que ça. C'est un espace très parisien comme conception, mais on serait à Val-Ras-Plage, à Dallas ou à ailleurs, si on aperçoit un petit bout de nez de Tour Eiffel. Et il y a des endroits où la surplantation, le fait d'être sous des branches est intéressant. Donc sous les branches et sous le ciel à la fois. Oui, non, c'est ça, c'est que ce qui est amusant, c'est de se dire quels sont les éléments d'un endroit dont on va pouvoir profiter, ou dont on va pouvoir tirer parti pour se raconter une histoire quand on ne vous demande pas une histoire. Très bien, merci à tous de votre attention. Je sais pas ce qu'on faisait là, mais c'est pas grave.